une nuit, c'est clair? On est toujours à la recherche de nouveaux visages, alors. Voici ma carte, prenez-la. Pourquoi on veut devenir mannequin? Être mannequin, c'est mieux que faire le ménage. Tu sais marcher? Oh, non, c'est affreux. Enlève ça. Si on réussit ce coup-là, ça changera ta vie. Ils veulent m'envoyer faire des grands défilés, c'est beaucoup d'argent. Yes! Quand on est femme respectable, on fait pas. De quoi tu parles? Alors, ils t'ont rien coupé du tout? Parlez-moi du jour qui a changé votre vie. Quand j'étais petite fille, je disais que je ne voulais pas devenir une femme. Pourquoi, si c'est pour être si malheureuse? Essayons de changer ce que signifie être une femme. Je vous laisse la parole, Céline, puisqu'on vient de voir la bande-annonce du film et que vous avez beaucoup travaillé avec la Fondation PPR pour que cette parole soit entendue, puisqu'on voit c'est une parole, la parole d'une femme qui finalement fait bouger le monde. C'est écrit. Bonsoir. Donc quelques mots sur la Fondation PPR pour vous expliquer un petit peu quelle est notre action et comment le soutien au film Desert Flower s'inscrit dans notre action. La Fondation a été créée il y a un petit peu plus d'1 an avec pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes. On entend par violence tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychologique des femmes. Donc les mutilations sexuelles féminines font partie de ces violences. Et également l'aide au développement, à l'autonomisation des mêmes femmes victimes de violences par ailleurs. La Fondation a en fait souhaité soutenir le film Fleurs du désert, car celui-ci portait sur la thématique de l'excision. Et également, comme vous l'avez évoqué, parce que Waris Dirié est membre du conseil d'administration de la Fondation PPR. Donc elle nous apporte son expertise sur ces thématiques. Et la nature du soutien en fait au film a été en fait de 3 ordres. En premier lieu, l'ensemble des marques du groupe PPR, comme donc aujourd'hui la Fnac, mais également Conforama, Red Cats, Puma, etc., se sont mobilisés en interne et en externe pour communiquer sur le film. En reprenant la bande-annonce, en organisant des forums comme aujourd'hui, en informant leurs collaborateurs, en leur offrant le livre, voilà, pour que l'information passe sur la lutte de Waris et sur les mutilations sexuelles féminines. Dans un deuxième temps, on a organisé une avant-première dimanche dernier, qu'on a intitulée Avant-première de charité, où on a invité un certain nombre de personnes à acheter des places, et l'ensemble des fonds récoltés à cette occasion viennent soutenir un projet porté par Équilibre et Population. Donc Aurélie et le professeur Mies vous expliqueront un peu plus en détail ce qu'est Équilibre et Population. Et c'est une association qui était déjà partenaire de la Fondation PPR et qui développe un projet qu'on a trouvé exemplaire de lutte contre les mutilations sexuelles féminines au Mali et également auprès des populations migrantes en France. Vous allez dire que ma question est très naïve, mais je vais, Christine, vous la poser parce que vous êtes concernée, puisque vous avez été excisée lorsque vous étiez une jeune, 10 ans, voilà, j'allais dire une petite adolescente. Qu'est-ce que l'excision? Alors, l'excision est une mutilation. Hein. Oui, c'est un crime. Oui, c'est aujourd'hui considéré comme un crime. Mais l'excision, en fait, c'est une mutilation qu'on fait aux petites filles. Et selon les régions, en Afrique en tout cas, hein, selon les régions, il y a différents types d'excision. En Afrique occidentale, on a le type 1 et 2. Donc, pour vous résumer la chose, je dirais qu'il y a 3 grands types d'excision. Nous avons le type 1, qu'on dit à minima aussi. C'est l'excision donc du capuchon clitoridien ou d'une partie du clitoris, hein,
ou parfois c'est juste enseignement qu'on fait. Ça, c'est le type 1. Le type 2, c'est l'excision donc du clitoris et des petites lèvres. Le type 3, c'est l'excision du clitoris, des petites lèvres et aussi des grandes lèvres qui vont après être suturées. C'est ce qu'on appelle Donc, l'infibulation. ce type-là, c'est l'infibulation et c'est aussi appelé circoncision ou excision pharaonique, puisque ça se pratiquait depuis le temps des pharaons. Il faut savoir que l'excision est une pratique traditionnelle qui n'est prescrite par aucune religion, qui est antérieure à toutes les religions, puisqu'elle remonte à près de 6000 ans, et qu'elle est pratiquée en dehors de l'Afrique, dans d'autres pays, comme le Yémen, l'Arabie Saoudite, aussi en Amazonie, certains Indiens d'Amazonie, et des ressortissants africains Yoruba au Brésil le font aussi. Voilà. Il y a 26 États africains. Il y a plusieurs. En Indonésie en et Afrique, en on a Malaisie. 28 États africains qui sont concernés. Il faut aussi savoir que dans un même pays, ce n'est pas toutes les ethnies qui pratiquent l'excision. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, les Wolofs qui sont nombreux ne pratiquent pas l'excision, alors que les Peuls, les tout-couleurs, le pratiquent largement. Voilà ce que je peux dire sur l'excision. L'excision est douloureuse? L'excision est extrêmement douloureuse. Il n'y a pas de terme pour exprimer la douleur que c'est. C'est très douloureux. Il y a des risques de choc. Il y a de l'hémorragie qui est souvent très importante, puisque bon, c'est l'artère je pense qu'il y a 2 artères qui sont coupées. Donc il y a un saignement pulsatile qui se fait pendant un bon moment. Donc certaines fillettes meurent après ça. D'hémorragie. Voilà, les hémorragies. Et les autres professeurs me reprendra si j'oublie quelque chose. On a d'autres complications tout de suite qui peuvent intervenir, à savoir les infections, les cystites, les rétentions d'urine. À cause de la douleur, la petite fille peut se retenir pour ne pas uriner, pour ne pas avoir à souffrir encore plus. Donc, on a aussi le choc. Il peut y avoir un choc neurogénique. Et une fillette sur 10 meurt lors de son excision. Voilà. Donc, nous avons donc plusieurs formes de complications. Les complications secondaires à l'excision, on a l'infection, les cystites. Et quand il y a, comme c'est le cas dans l'infibulation, il y a des rétentions d'urine. L'infibulation, il faut savoir qu'il n'y a qu'une petite ouverture de quelques millimètres Qui permet de laisser passer l'urine. Pour laisser passer les urines et le sang des règles. Donc, ce qui se passe, c'est que ces femmes, pour uriner, mettent près de 10 minutes, si ce n'est plus, puisque les urines sortent au compte-gouttes, ce qui entraîne évidemment des infections, des cystites et des infections bien plus graves parfois, puisque ça touche l'arbre urinaire, c'est-à-dire des pyélonéphrite, une pyélonéphrite. Voilà. C'est le rein qui est touché, là. C'est le rein qui est touché. Nous avons d'autres formes de complications assez graves aussi. C'est les complications au moment obstétrical, au moment de l'accouchement. Je dois préciser qu'en plus d'être présidente, je suis aussi infirmière de profession. Voilà. Donc les complications secondaires au moment de l'accouchement, c'est les complications obstétricales. Donc comme l'a dit le professeur tout à l'heure, les complications majeures, c'est les fistules vésico-vaginales. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'accouchement, les grossesses ne sont pas bien surveillées du fait de l'étroitesse de l'entrée vaginale. On ne peut pas surveiller la dilatation du col. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'expulsion, il y a un temps trop long du fœtus au niveau dans la filière vaginale. Alors, ce qui entraîne une souffrance et une nécrose des tissus. Et quand il y a nécrose des tissus, il y a mort des tissus. Et quand il y a mort des tissus, évidemment, il y a une communication qui va se faire entre la vessie et le vagin. Et c'est une femme qui va perdre ses urines par le vagin, sans aucune retenue. Et on peut observer la même chose au niveau de la muqueuse avec le rectum. Ce qui fait que quand il y a nécrose des tissus au niveau de la muqueuse et du rectum, ça fait une communication aussi avec le rectum et elle va perdre aussi ses selles sans aucune retenue. Donc en plus, c'est souvent des jeunes femmes qui sont victimes après, qui sont évidemment répudiées
C'est le cas de Waris, dans Fleur du désert. Waris a été infibulée. Elle a été infibulée et dans le film, on le voit, hein, c'est avec des épines d'acacia qu'elle est recousue, qu'elle est refermée. Donc, et quand ce n'est pas des épines d'acacia, c'est du gel, un peu, cette espèce de gel de la résine, je crois. Hein, et la fillette, après, est attachée de la taille jusqu'aux chevilles, et ce pendant près de 20 jours. Donc, on a des situations vraiment dramatiques, puisque c'est des gamines qui vont baigner dans les urines, puisqu'elles doivent uriner sur elles-mêmes comme ça. Enfin, il y a une réelle souffrance en Somalie. Et cette pratique-là se fait surtout dans l'Afrique de l'Est. Hein, entendez donc Somalie, Érythrée, Éthiopie, une partie de l'Égypte aussi, hein, l'Égypte du bas. Hein. Donc l'infibulation, c'est la forme la plus mutilante de l'excision. Les conséquences psychologiques sont majeures et épouvantables. Quand on a été mutilé de cette façon, je ne sais pas comment on peut continuer à vivre. On ne peut pas continuer à vivre une féminité normale. Les femmes, les jeunes filles et les femmes le savent très bien. D'abord, il y a toutes ces conséquences physiques sur la physiologie des règles, l'écoulement des règles chez les filles qui ont eu une mutilation pharaonique, c'est-à-dire une infibulation. Et c'est là qu'il y a le plus de complications, effectivement. Qui représente combien de... Ça représente, je ne sais pas, mais ce n'est pas une majorité, mais c'est un bon tiers des femmes infibulées. Des femmes voilà. Et c'est elle aussi qui présente les complications les plus graves au moment de l'accouchement, mais au-delà de ça, il y a tout l'aspect psychologique, sexuel, il y a une amputation de la sexualité. Je voudrais que vous parliez justement du mariage, par exemple. Une femme qui a été infibulée, qui a été recousue, à qui on a laissé juste un compte-gouttes pour les urines et pour les règles, c'est une femme en fait qu'on a gardée pure. Oui, c'est une femme qu'on a gardée pure et c'est volontairement que l'infibulation a été faite pour pouvoir avoir une espèce de défloraison majorée. Spectaculaire le jour de la nuit de noces, c'est-à-dire que ça se passe de façon amplifiée. Et ça, c'est pour la satisfaction du mâle. Mais c'est intolérable. C'est une espèce d'agression physique insupportable. Comment ça se passe quand on coupe avant Alors, je suis désolée, mais... On coupe pas, on coupe pas. Enfin, c'est le mari qui c'est lui qui décide. Qui décide. Il essaye, et s'il n'y arrive pas, il coupe. Mais il essaye d'abord sans il essaye de défoncer sa femme. Sinon, il va défoncer sa femme, sinon la femme est ouverte au rasoir et il doit lui faire, enfin je ne vais pas dire l'amour, je dirais il va la prendre continuellement pendant 7 jours pour que l'ouverture ne se referme pas. Donc il faut savoir aussi qu'en Afrique occidentale aussi, au Mali, hein, et ailleurs d'ailleurs, en Afrique occidentale, on peut observer aussi des infibulations qui se font par coalition des petites lèvres. Au moment où de la cicatrisation, on a une infibulation qui va se faire. Et donc, qui est accidentelle finalement. Oui, mais il y en a pas mal. Oui. C'est qu'au moment les règles sont, les rapports sont extrêmement douloureux. Et c'est des femmes qui souffrent aussi beaucoup. En plus des complications que j'ai dit, j'ai oublié de vous parler aussi des kystes qu'on peut voir, qui peut apparaître et qui handicapent pas mal les femmes. Il y a aussi le névrome du nerf dorsal du clitoris. Donc c'est des femmes qui ont du mal à porter des pantalons. Certaines se plaignent de ressentir même des décharges électriques quand elles marchent. Donc, selon le degré de la mutilation, selon l'endroit qui est le nerf, s'il y a le nerf qui est dorsal qui est touché, donc certaines ressentent vraiment une grande gêne dans leur vie quotidienne, quoi. En marchant, elles le ressentent parfois comme des décharges. Autre question très naïve, pourquoi est-ce qu'on excise ? Et là, je vais vous demander vos avis aux uns et aux autres. Donc, vous nous avez parlé de tradition, de quelque chose qui se perpétue. Je suppose que lorsque vous êtes au tribunal, l'argument, c'est la tradition, est un argument qui doit revenir systématiquement, c'est comme ça. Je sais que, par exemple, dans votre livre Exciseuse, vous disiez, vous écrivez, en Normandie, on a longtemps biberonné les enfants au calva,
On a arrêté parce qu'on a vu que c'était très mauvais pour les enfants. La coutume, la tradition, c'est pas une excuse, Linda. En aucun cas. Mais c'est pas toujours l'explication qui est donnée. Les mères disent c'est pour que ma fille puisse se marier plus tard. Sous-entendu avec quelqu'un de la même origine, parce que ça leur est inconcevable que leur fille née en France, élevée à la française, enfin en partie dans sa vie publique, c'est-à-dire à l'école, puisse épouser quelqu'un qui n'est pas de leur même origine. Donc ça, c'est le souci principal des mères. Elles croient bien faire et préserver l'avenir de leurs enfants, mais pas que, parce que je dirais qu'il y a aussi des sentiments moins nobles. On les a connus aussi, nous. Quand nos mères disaient la pilule, peut-être, mais pourquoi est-ce que je te faciliterais les choses? Moi, j'ai souffert, par conséquent, toi aussi, tu dois passer par là. Pour les hommes, c'est beaucoup plus clair. C'est pas vrai, ça? Pour les hommes, c'est... C'est surtout pour la péridurale aussi. Oui, On accouche en douleur aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, je donne juste un exemple. Mais pour les hommes, c'est vraiment beaucoup plus clair. Ça calme les femmes. Ça, c'est la réponse traditionnelle. Elles n'ont si pas je puis d'envie dire. puisqu'il n'y a pas de plaisir. Voilà. Et puis alors, si je puis me permettre une anecdote, une des premières fois où j'ai fait une présentation sur l'excision, c'était il y a bien longtemps, c'était à la faculté de Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, c'était pas... Bon, enfin, il y avait tout un public intéressé, je dirais. Et à la fin de mes explications, je vois deux jeunes un peu goguenards au premier rang, et je les interroge. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'excision? Oh, madame, quand on a une femme, c'est déjà fatigant, mais alors, quand on en a deux, ben, mieux vaut qu'elle soit excisée. Ça rejoint un petit peu l'explication que je vous disais tout à l'heure. Donc, Quelles sont vos explications aux uns et aux autres, professeur Méliès? Bon, c'est la préservation d'abord de la virginité de la jeune fille, ensuite de sa fidélité. C'est un garant de sa fidélité, et donc c'est une expression absolue de la domination du mâle, du monsieur. C'est un pouvoir absolu et insupportable de l'homme sur la femme, pour la garder à son exclusive usage, si je puis dire. Mais ça fait que les rapports sexuels sont une véritable torture. Au lieu que ce soit un plaisir. Un plaisir, c'est une torture. Aurélie? Oui, je crois que ça peut être éclairant de replacer la pratique de l'excision finalement dans un cadre plus large qui est l'ensemble des pratiques en fait qu'on retrouve dans toutes les sociétés à travers tous les temps qui visent à maîtriser la sexualité de la femme et sa fécondité. Des penseurs comme Françoise Héritier explique ça en disant que dans toutes les sociétés, effectivement, on a considéré l'homme et la femme comme ayant une valeur différente. Et que pour maîtriser la sexualité et la fécondité de la femme, chaque société a mis en place des stratégies différentes et l'excision en fait partie. Mais on peut en retrouver ces formes de contrôle dans toutes les sociétés. J'ajouterais aussi, effectivement, après, au niveau individuel, je crois qu'il y a autant de raisons différentes que d'acteurs de l'excision. L'excision se pratique parce qu'il y a énormément de complices finalement. La mère, le futur mari, les grands-mères, le père, et tous ont des raisons différentes que de faire subir l'excision à leur enfant. Et c'est des raisons effectivement qui sont multiples, qui ont été évoquées. Et ce qui est intéressant de voir aussi concrètement quand on travaille avec des associations sur le terrain, c'est que les acteurs ont beaucoup de mauvaises raisons de perpétuer la pratique. Et parmi les mauvaises raisons, c'est souvent une espèce de calcul coût-avantage. Si une fille n'est pas excisée dans beaucoup de villages, c'est une fille qui sera exclue de la communauté. C'est une fille qu'on ne pourra pas marier, qui n'aura pas d'enfant, et qui sera de fait donc exclue de la communauté. Et aucune mère
En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'explique, ne veut hypothéquer le bonheur de sa fille, partant du principe que le bonheur de sa fille, dans cette communauté-là, dépendra de sa capacité à être une femme et à être une mère. Donc c'est quelque chose de très complexe qu'il faut effectivement envisager sous l'angle des normes sociales. Et une norme sociale, on ne peut la changer que si l'ensemble de la communauté est convaincu de l'intérêt de la changer. C'est sur ce thème-là que vous allez sur le terrain. Absolument, on s'est rendu compte effectivement que les programmes qui fonctionnaient, parce qu'on peut aussi avoir une note d'espoir, c'est vrai qu'on parle d'une réalité qui est terrible, mais les choses peuvent changer sur le terrain. Ça passe d'abord par l'information. Beaucoup d'individus, beaucoup de communautés, notamment dans la région de Caille où nous intervenons, ne savent pas que l'excision, ou ne veulent pas savoir, mais en tout cas ne savent pas que l'excision est une pratique néfaste, dangereuse. Le lien n'est pas forcément fait entre excision et mort immédiate d'une petite fille. Parce que dans la communauté, on va s'arranger, on va expliquer ça différemment. Si une petite fille est excisée et qu'elle meurt, on va dire que c'est lié à, par exemple, une mauvaise pratique de sa mère. D'ailleurs, c'est souvent la femme qui est accusée dans ces cas-là, mais qui est... Sa mère, par exemple, a pu tromper son mari, et c'est pour ça que on va trouver beaucoup d'explications compliquées autour de ça, mais on ne fait pas le lien directement. Donc, une des stratégies passe d'abord par l'information. Quand on s'engage dans ces actions-là, on nous dit, mais de quoi vous vous mêlez ? Vous n'y connaissez rien, ça n'est pas votre communauté, ce ne sont pas vos traditions, c'est vous qui êtes dangereux, parce que c'est vous qui empêchez nos filles de pouvoir se marier un jour. Donc il y a une très grande hostilité, très grands obstacles à surmonter, et c'est de ça qu'il faut convaincre les gens.